Caroline du Sud, 1838. Le marquis James de Glenwood épouse Lady Victoria Ashworth dans une cérémonie somptueuse qui réunit toute l'aristocratie du comté. Les familles ont arrangé cette union depuis des mois. Les Glenwood ont le titre et les terres. Les Ashworth ont la fortune du commerce du coton. Un mariage parfait sur le papier. La nuit de noces brise toutes les illusions. James se tient devant Victoria dans leur chambre nuptiale, incapable de consommer le mariage. Son corps refuse de répondre malgré tous ses efforts. La honte l'envahit tandis que Victoria le fixe avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. Elle ne dit rien cette nuit-là, mais son silence est plus cruel que n'importe quelle insulte. Les semaines suivantes confirment ce que James redoute. Son impuissance n'est pas passagère. C'est une condition permanente qui le définit désormais aux yeux de son épouse. Victoria commence à le regarder différemment. Le respect fin des premiers jours disparaît. Elle ne cache plus son mépris. 6 mois après le mariage, Victoria annonce qu'elle doit voyager. Son salon mondain nécessite sa présence dans d'autres villes. Explique-t-elle. James n'est pas dupe, mais que peut-il dire? Il sait très bien ce qu'elle fait lors de ses voyages. Les rumeurs finissent toujours par revenir, portées par des domestiques bavards ou des connaissances malveillantes. Lady Victoria entretient des liaisons avec des planteurs riches de Charleston et de Savannah. Elle prend à peine la peine de cacher ses infidélités. Après tout, que peut lui faire un mari impuissant? James est piégé dans un mariage qui le dévore de l'intérieur. Il ne peut demander le divorce sans exposer sa condition au grand jour. Sa fierté masculine, déjà en lambeaux, ne survivrait pas à un tel scandale. Les mois deviennent des années. Victoria passe de moins en moins de temps à la plantation Glenwood. Quand elle est là, elle ignore complètement James, le traitant comme un meuble encombrant dont elle ne peut se débarrasser. Elle organise des réceptions où elle brille en société, pendant que James se retire dans ses appartements, évitant les regards moqueurs qu'il croit percevoir partout. La solitude de James devient insupportable. Il erre dans sa grande demeure comme un fantôme, hanté par son échec en tant qu'homme et mari. Les nuits sont les pires. Allongé seul dans son lit, il entend parfois Victoria rentrer tard de ses sorties, le parfum d'un autre homme encore sur elle. Elle ne se donne même plus la peine d'être discrète. C'est au printemps 1842 que James commence à passer ses journées dehors. Il ne supporte plus l'atmosphère étouffante de la maison. Les murs lui rappellent trop son échec. Alors il marche, il parcourt ses terres, supervise personnellement les travaux des champs. Son contremaître, un homme brutal nommé Hopkins, trouve étrange cette présence soudaine du maître, mais ne pose pas de questions. James découvre ainsi une plantation qu'il ne connaissait pas vraiment. Il l'avait héritée de son père, mais ne s'en était jamais vraiment occupé. Maintenant, il observe les esclaves travailler sous le soleil de Caroline. Les rangées de coton s'étendent à perte de vue. La chaleur est écrasante même pour lui qui ne fait que marcher. Il ne peut imaginer ce que c'est d'y travailler toute la journée. C'est lors d'une de ces promenades qu'il la voit pour la première fois. Ayla se tient au milieu d'une rangée de coton, un panier à moitié rempli à ses pieds. Elle est grande, la peau d'un brun profond qui brille sous le soleil. Ses mains travaillent en vite, cueillant le coton avec une précision née d'années de pratique. Mais c'est son visage qui fige James sur place. Elle possède une beauté qui le frappe comme un coup au ventre. Des pommettes hautes, des yeux en amande qui reflètent une intelligence vive, des lèvres pleines qui ne sourient pas. James se rend compte qu'il la fixe. Il détourne rapidement le regard, troublé par sa propre réaction. Il n'a jamais regardé une esclave de cette façon, mais les jours suivants, il se surprend à chercher Ayla du regard quand il fait sa tournée des champs. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce n'est pas du désir au sens où il le connaît, puisque son corps refuse toujours de répondre même à cette beauté évidente. C'est autre chose, une fascination, une connexion qu'il ne peut expliquer. Ayla le remarque aussi. Comment pourrait-elle ne pas voir le maître qui s'arrête près de sa rangée presque tous les jours? Elle garde les yeux baissés comme on lui a appris, mais elle sent son regard sur elle. Cela devrait l'effrayer. Les attentions d'un maître blanc ne présagent jamais rien de bon pour une femme noire. Mais il y a quelque chose dans la façon dont il la regarde qui diffère des regards lubriques qu'elle connaît. Il y a de la tristesse dans ses yeux, de la solitude. James commence à parler avec Hopkins de réorganiser les tâches.
Il veut affecter certains esclaves à d'autres fonctions. Hopkins hausse les épaules. Le maître peut faire ce qu'il veut. Quelques jours plus tard, Ayla est transférée aux cuisines de la grande maison. Elle quitte les champs brûlants pour l'atmosphère étouffante mais moins épuisante des cuisines. Travailler dans la grande maison change tout pour Ayla. Elle côtoie maintenant les domestiques de la maison, un groupe distinct des esclaves des champs. Il y a Nia, la cuisinière en chef, une femme ronde qui règne sur ses fourneaux avec autorité. Il y a Tendaji, le majordome vieillissant qui a servi le père de James. Et d'autres encore, chacun avec sa place dans la hiérarchie complexe de la domesticité. Ayla apprend vite. Elle a toujours été intelligente, observatrice. En quelques semaines, elle maîtrise les routines de la cuisine. Mais surtout, elle comprend la dynamique étrange de cette maison. Lady Victoria est rarement là. Quand elle est présente, c'est pour organiser une réception ou recevoir des invités. Elle ne s'intéresse pas à la gestion quotidienne. Le marquis, lui, erre comme une âme en peine. Les domestiques chuchotent sur son compte quand ils pensent qu'Ayla n'écoute pas. James commence à passer du temps dans les cuisines. Au début, il prétend vérifier les provisions ou discuter des menus avec Nia. Mais rapidement, il devient évident qu'il vient surtout quand Ayla est là. Il s'assoit à la grande table de la cuisine, chose qu'aucun maître ne fait normalement, et il parle. De tout et de rien. De la plantation, du temps, des récoltes. Ayla écoute, répond parfois brièvement. Elle ne sait pas quoi penser de ces conversations. Elles sont étrangement normales. James ne lui donne pas d'ordre, il ne la touche pas. Il parle juste, comme s'il avait désespérément besoin que quelqu'un l'écoute. Un après-midi de juillet, alors que la chaleur est insupportable, James raconte à Ayla comment son père lui avait appris à monter à cheval. Son visage s'anime en parlant de ses souvenirs d'enfance, puis son expression s'assombrit. Son père avait de grands espoirs pour lui. Continuer la lignée des Glenwood, être un homme digne du titre. James baisse les yeux. Il n'a réalisé aucun de ses espoirs. Ayla le regarde avec quelque chose qui ressemble à de la compassion. Pour la première fois, elle parle vraiment. Chacun porte ses chaînes, monsieur. Les vôtres sont juste moins visibles que les miennes. James lève les yeux, surpris par la profondeur de cette observation. Quelque chose passe entre eux à ce moment. Une reconnaissance mutuelle. Deux âmes brisées par des circonstances différentes, mais également prisonnières. Les semaines passent. Les conversations deviennent plus profondes, plus personnelles. James se confie sur son mariage raté, sa solitude, son sentiment d'échec. Ayla partage peu mais écoute beaucoup. Elle possède une sagesse tranquille qui apaise James d'une façon qu'il n'a jamais connue. Nia observe tout cela avec inquiétude. Elle a vu des maîtres s'attacher à des esclaves auparavant. Cela ne finit jamais bien, mais elle ne peut rien dire. Ce n'est pas sa place de donner des conseils au marquis. Un soir d'octobre 1842, James descend aux cuisines après le dîner. Lady Victoria est partie à Charleston pour une semaine, prétendument pour affaires. La maison est calme. Les domestiques ont presque tous rejoint leur quartier. Seule Ayla termine de nettoyer les derniers ustensiles. James s'approche d'elle. Sa main tremble légèrement. « Ayla, j'aimerais te montrer quelque chose. Viens avec moi. » Ce n'est pas vraiment une demande. Ayla pose son torchon et suit James à travers les couloirs silencieux de la grande maison. Il monte l'escalier principal, chose qu'Ayla n'a jamais faite. Les esclaves utilisent toujours les escaliers de service. Mais James ne semble pas s'en soucier. Il s'arrête devant une porte au 2e étage. Ses appartements privés. Ayla sent son cœur battre plus fort. Toutes les histoires qu'elle a entendues sur ce qui arrive aux femmes esclaves amenées dans les chambres des maîtres lui reviennent en mémoire. Mais elle ne peut refuser. Elle ne peut que suivre. James ouvre la porte et s'efface pour la laisser entrer. La chambre est vaste, richement meublée. Un grand lit à baldaquin domine l'espace. Des rideaux de velours pendent aux fenêtres. Et puis Ayla les voit. Les chaînes, accrochées au mur, près du lit. Du métal lourd, des menottes, des anneaux de fer. Son sang se glace. Elle a entendu parler de maîtres au goût pervers. Elle pensait que James était différent, mais elle s'est trompée. La terreur l'envahit. « Tu seras bien ici. » La voix de James est douce, mais Ayla ne l'entend presque pas.
Elle fixe les chaînes, incapable de détacher son regard. Son corps se raidit, prêt à fuir même si elle sait qu'il n'y a nulle part où aller. Mais James ne s'approche pas d'elle. Il s'effondre plutôt sur le bord du lit, la tête entre les mains. Ses épaules tremblent. Ayla, toujours debout près de la porte, ne comprend pas ce qui se passe. « Je suis désolé. » La voix de James est brisée. « Je ne voulais pas te faire peur. Ce n'est pas ce que tu crois. » Il lève les yeux vers elle. Des larmes coulent sur ses joues. Ayla n'a jamais vu un homme blanc pleurer devant elle. C'est déconcertant, presque troublant. Ces chaînes ne sont pas pour toi, elles sont pour moi. Le silence qui suit ces mots est lourd. Ayla ne bouge pas, ne comprenant toujours pas. James inspire profondément et commence à parler. Les mots sortent comme une confession longtemps retenue. Il lui raconte tout. Son impuissance qui a détruit son mariage, la honte qui le ronge, Victoria qui le méprise et le trompe ouvertement. Mais il y a autre chose. Un secret encore plus profond, encore plus honteux. Il a découvert, il y a des années, que la douleur lui apporte ce que le plaisir ordinaire ne peut pas. Quand quelqu'un le frappe, quand la douleur traverse son corps, c'est le seul moment où il se sent vivant, où son corps répond. Le fouet, les chaînes, la soumission totale. C'est la seule façon dont il peut trouver une forme de soulagement à sa condition. Je ne suis pas un homme selon les standards du monde. Je suis brisé, Ayla, et je vis seul avec cette brûlure depuis des années. Victoria ne veut rien savoir de moi. Personne ne veut. Mais toi, tu m'as écouté ces derniers mois. Tu m'as regardé comme si j'étais humain. Il se lève, gardant ses distances avec elle. Je ne te toucherai pas si tu ne le veux pas. Je ne te forcerai à rien. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne, qui ne me juge pas, qui puisse être là. Ayla reste silencieuse longtemps. Son esprit travaille vite, évaluant la situation. C'est peut-être le discours le plus étrange qu'elle ait jamais entendu. Un maître blanc qui lui demande de l'aide, qui pleure devant elle, qui admet sa faiblesse. Cela va contre tout ce qu'elle connaît du monde. Mais elle se souvient de leur conversation dans la cuisine, de la tristesse dans ses yeux, de sa solitude évidente. Elle pense à sa propre situation. Une esclave sans famille sur cette plantation, totalement dépendante du bon vouloir de son maître. Si elle refuse, que se passera-t-il? Mais il y a aussi autre chose, une curiosité morbide, et peut-être malgré tout un soupçon de pitié pour cet homme qui possède tout en apparence, mais rien en réalité. « Que veux-tu que je fasse ?» demande-t-elle finalement, sa voix calme malgré le tumulte dans sa tête. Les semaines qui suivent établissent une routine étrange entre James et Ayla. Elle vient dans ses appartements plusieurs soirs par semaine, toujours après que les autres domestiques se soient retirés. Ce qui se passe derrière cette porte reste entre eux. Au début, Ayla exécute mécaniquement ce que James lui demande. Elle attache les chaînes. Elle manie le fouet avec hésitation. Elle le regarde se soumettre à la douleur qu'il réclame. C'est dérangeant, troublant même. Mais elle découvre rapidement que James ne ment pas. Il ne lui demande rien d'autre. Il ne la touche pas de façon inappropriée. C'est vraiment sa propre douleur qu'il recherche. Avec le temps, quelque chose d'inattendu se produit. Une forme de confiance s'établit. James se montre complètement vulnérable devant elle, et cette vulnérabilité crée une intimité paradoxale. Ayla commence à voir au-delà de la perversité apparente de la situation. Elle voit un homme profondément blessé qui essaie de survivre à sa propre existence. Un soir, après une session particulièrement intense, James reste allongé sur le sol, épuisé. Ayla s'assoit près de lui, chose qu'elle n'a jamais faite auparavant. « Pourquoi ne cherches-tu pas de l'aide? Un médecin pourrait peut-être… » James rit amèrement. « Tu crois que je n'ai pas essayé? J'ai consulté tous les médecins de Charleston. Ils ne comprennent que rien. Certains disent que c'est dans ma tête. D'autres prescrivent des toniques qui ne font rien. Un vieil homme m'a même suggéré de prier davantage. » Ayla réfléchit. « Dans mon village, en Afrique, nous avions des guérisseurs. Ils connaissaient les plantes, les racines. Ils soignaient des choses que les médecins blancs ne comprennent pas. » James tourne la tête vers elle, intéressé malgré son scepticisme.
Tu connais ces remèdes ? Ma grand-mère était guérisseuse. Elle m'a enseigné avant que les négriers ne nous séparent. Je ne promets rien, mais je peux essayer. C'est ainsi qu'Ayla commence à préparer des décoctions pour James. Elle utilise des herbes qu'elle trouve dans les champs, certaines plantes que Nia cultive près des cuisines. Elle se souvient des enseignements de sa grand-mère. Des racines pour la virilité masculine, des feuilles pour calmer l'esprit, des infusions pour stimuler le sang. James boit ces préparations avec peu d'espoir au début. Il a été déçu trop souvent. Mais Ayla est patiente. Elle ajuste les dosages, essaie différentes combinaisons. Elle observe ses réactions, note ce qui semble fonctionner. Les mois passent. L'hiver 1842 cède la place au printemps 1843. Et lentement, presque imperceptiblement au début, James remarque des changements. Son corps réagit différemment. Des sensations qu'il croyait perdues à jamais reviennent. Un soir de mars, dans la pénombre de sa chambre, il prend la main d'Ayla. C'est un geste simple mais chargé de signification. Elle ne retire pas sa main. Leurs yeux se rencontrent et quelque chose de nouveau passe entre eux. La relation évolue. Le fouet et les chaînes restent présents. C'est un fantasme que James ne peut abandonner complètement. Mais ce n'est plus sa seule source de connexion avec Ayla. Il commence à la toucher autrement, doucement, avec une tendresse qu'il n'a jamais connue. Et pour la première fois depuis son mariage, son corps répond. Ayla se retrouve dans une situation qu'elle n'avait jamais anticipée. Elle ressent quelque chose pour cet homme brisé qui s'est ouvert à elle d'une façon qu'aucun maître ne devrait le faire avec son esclave. Ce n'est pas de l'amour, pas vraiment. C'est trop compliqué pour un mot aussi simple. Mais c'est une forme de connexion, de compréhension mutuelle. Elle sait que c'est dangereux, qu'elle joue avec le feu. Mais pour la première fois depuis qu'elle a été arrachée à sa terre natale, elle se sent vue comme une personne, pas juste comme une propriété. Maimile 843. Ayla remarque que son cycle menstruel est en retard. Au début, elle pense que c'est le stress ou un déséquilibre passager, mais les semaines passent et la vérité devient inévitable. Elle est enceinte. La nouvelle la terrifie et la fascine en même temps. Un enfant, le fruit de cette relation impossible avec James. Elle ne sait pas comment lui annoncer, ni même si elle devrait le faire. Mais sa grossesse ne restera pas secrète longtemps. C'est Nia qui le remarque en premier. Son regard perçant sur le ventre d'Ayla qui commence à s'arrondir légèrement. Elle prend la jeune femme à part un matin. « Tu portes l'enfant du maître. » Ce n'est pas une question. Ayla ne peut que hocher la tête. Nia soupire profondément. « Enfant, tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué. Cela va mal finir. Cela finit toujours mal. » Mais il est trop tard pour les regrets. Ayla doit en parler à James. Un soir, après qu'il l'a fait venir dans ses appartements, elle trouve le courage de lui dire. Le visage de James passe par plusieurs expressions en quelques secondes. Surprise, incrédulité, puis une joie pure qu'Ayla n'aurait jamais cru possible. Il la prend dans ses bras, quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Un enfant, mon enfant. Sa voix tremble d'émotion. Je n'aurais jamais pensé, après toutes ces années, cette joie, aussi touchante soit-elle, inquiète Ayla plus que tout. Elle sait que cette grossesse ne restera pas secrète. Déjà, les autres domestiques la regardent différemment. Les conversations s'arrêtent quand elle entre dans une pièce. Les chuchotements commencent. James, dans son bonheur, ne pense pas aux conséquences. Il traite Ayla avec encore plus de douceur. Il veille à ce qu'elle ne travaille pas trop dur. Il demande à Nia de lui préparer des repas spéciaux. Son attention est évidente pour tous. Hopkins, le contremaître, remarque le changement. Il fait des commentaires désobligeants que les autres esclaves entendent. Bientôt, toute la plantation sait. Le marquis entretient une relation avec son esclave. L'esclave porte son enfant. La rumeur se propage comme un feu dans les champs de coton sec. Elle atteint les plantations voisines. Les domestiques en parlent quand ils vont au marché. Les commerçants de la ville l'apprennent. Et finalement, inévitablement, quelqu'un en parle à Lady Victoria. Victoria est à Savannah quand une connaissance, une Lady Pembroke qui ne l'a jamais aimée, lui glisse le ragot avec un plaisir évident. « Ma chère Victoria, j'ai entendu les nouvelles les plus extraordinaires sur votre mari. On dit qu'il a une favorite parmi ses esclaves et qu'elle attend un enfant.
Victoria fixe Lady Pembroke, le visage vidé de toute couleur. Le sourire satisfait de la femme confirme que ce n'est pas une plaisanterie cruelle. C'est la vérité. Son mari, impuissant, l'homme qu'elle a méprisé pendant des années, a réussi à mettre une esclave enceinte. La rage qui l'envahit est différente de tout ce qu'elle a ressenti auparavant. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'humiliation pure. Toutes ces années, elle a pris des amants en pensant que son mari était incapable de la dénoncer. Elle le croyait trop faible, trop honteux de son impuissance pour jamais agir. Et maintenant, il la ridiculise publiquement en affichant sa liaison avec une esclave. Victoria rentre immédiatement à la plantation Glenwood. Elle arrive un après-midi de juin, sa voiture soulevant des nuages de poussière sur l'allée. Elle descend avant même que le cocher n'ait ouvert la portière et marche d'un pas furieux vers la maison. Elle trouve James dans son bureau. Il lève les yeux de ses registres, surpris de la voir. Avant qu'il puisse dire un mot, Victoria explose. « Comment oses-tu me faire honte de cette façon ?» James se lève lentement, son visage impassible. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me prends pas pour une idiote. Tout le comté parle de toi et de ton esclave. Tu as mis cette négresse enceinte, toi qui es impuissant. » Elle crache le dernier mot avec un venin particulier. James sent quelque chose se briser en lui. Toutes ces années de silence, d'acceptation de son mépris, explosent soudainement. Oui, elle porte mon enfant. Quelque chose que tu n'as jamais voulu me donner. Que peux-tu faire avec une esclave que tu ne peux faire avec moi, avec ta propre femme ? Elle m'a traité comme un être humain. Elle m'a écouté quand toi tu me méprisais. Elle a été là quand toi tu partais dans les bras de tes amants. Victoria recule comme si elle avait été giflée. Elle n'a jamais entendu James lui parler ainsi. « Tu n'as aucun droit de me juger. Regarde-toi, tu t'affiches avec une esclave. Tu déshonores notre nom, notre position. Au moins moi, je protège ta réputation comme je le fais depuis des années. » « Ma réputation ?» James rit sans humour. « Tu crois que personne ne sait pour tes liaisons ? Tout le monde sait, Victoria. Mais personne ne dit rien parce que nous faisons tous semblant. C'est terminé. Je ne ferai plus semblant. » « Que veux-tu dire ? Je veux divorcer. » Le mot tombe comme une sentence. Victoria reste bouche bée. Un divorce ? Les divorces sont rares, scandaleux. Cela les détruirait tous les deux socialement. Tu es fou. Je ne te donnerai jamais le divorce. Tu n'as pas le choix. J'ai des preuves de ton adultère. Des lettres, des témoignages de domestiques qui t'ont vu avec tes amants. Tu as abandonné le foyer conjugal. Tu m'as été infidèle à répétition. Et toi, tu es impuissant. Tu n'es même pas un homme. Et pourtant, j'ai un enfant en route. Quelque chose que tu n'as jamais pu accomplir malgré tous tes amants. Le coup atteint sa cible. Victoria blêmit. Dans sa rage, elle n'avait pas pensé à cette implication. Si James a pu mettre une esclave enceinte, alors peut-être que le problème dans leur mariage venait aussi d'elle. La dispute continue pendant des heures. Elle attire l'attention de tous les domestiques qui écoutent derrière les portes. Finalement, Victoria part dans une rage folle, menaçant de détruire James d'une façon ou d'une autre. Les semaines suivantes sont un tourbillon légal. James engage le meilleur avocat de Charleston. Victoria riposte avec sa propre équipe juridique. Les détails sordides de leur mariage sont étalés devant le tribunal. L'impuissance de James est discutée publiquement. Les multiples liaisons de Victoria sont prouvées par des témoignages accablants. En août 1843, le divorce est prononcé. C'est un scandale qui fait la une de tous les journaux locaux. Mais le verdict est clair. Victoria a abandonné le foyer conjugal. Elle a été infidèle. James obtient le divorce. Victoria devient la risée du comté. Elle, qui avait toujours été si fière, si sûre de sa position sociale, se retrouve marquée par le scandale. Les portes qui lui étaient ouvertes se ferment. Les invitations cessent. Elle est ostracisée de la société qu'elle aimait tant. La rage et l'humiliation la consument. Elle ne peut accepter cette défaite. Et dans son esprit tordu par la haine, une idée germe. Si elle ne peut pas détruire James socialement, elle le détruira autrement. Septembre 1843. Victoria vit désormais dans une petite maison en ville, loin de la plantation. Elle a gardé une partie de sa fortune personnelle dans le divorce, mais son statut social est ruiné. Elle passe ses journées à ressasser sa colère, à planifier sa revanche. Un soir, elle reçoit la visite de deux hommes, des mercenaires qu'elle a contactés par des canaux discrets.
Ils n'ont pas de nom, pas de visage qu'on remarquerait. Parfait pour un travail que personne ne doit retracer jusqu'à elle. La femme esclave sur la plantation Glenwood, celle qui porte l'enfant du marquis, je veux qu'elle disparaisse. Les hommes hochent la tête. Ils ne posent pas de questions. L'argent que Victoria leur offre suffit. La nuit du 15 septembre est particulièrement chaude. Ayla dort dans sa petite cabane près de la maison principale. Sa grossesse est maintenant visible. Elle a 6 mois. Le bébé bouge en elle, vivant et réel. James parle déjà de l'avenir, de comment il reconnaîtra l'enfant malgré les lois qui compliquent tout. Les 2 hommes se glissent sur la plantation comme des ombres. Ils connaissent leur travail, silencieux, efficace. Ils forcent la porte de la cabane d'Ayla. Elle se réveille mais n'a pas le temps de crier. Un couteau plonge dans son ventre, dans sa poitrine. Encore et encore. C'est Tendaji qui découvre le corps au petit matin. Il vient chercher Ayla pour le petit déjeuner et trouve la porte ouverte. Le sang est partout. Ayla gît sur son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Son ventre porte les marques terribles de ce qui s'est passé. Le cri de Tendaji réveille toute la plantation. Les esclaves accourent, horrifiés. Quelqu'un court prévenir James qui prend son petit déjeuner dans la maison principale. James arrive en courant. Il entre dans la cabane et ce qu'il voit le brise complètement. Il tombe à genoux près du corps d'Ayla. Ses mains tremblantes touchent son visage froid. L'enfant. Leur enfant. Tout est fini. Le hurlement qui sort de sa gorge est celui d'un animal blessé. Il berce le corps d'Ayla contre lui, inconscient du sang qui tache ses vêtements. Les esclaves regardent, certains pleurant aussi. Même ceux qui n'aiment pas la relation entre le maître et Ayla sont choqués par cette violence. On appelle le shérif. Une enquête est ouverte. Mais les meurtriers sont déjà loin. Ils ont fait leur travail et disparu comme des fantômes. Sans témoins, sans preuves, l'affaire reste non résolue. James sait qui est derrière tout cela. Il le sait dans ses os, mais il ne peut rien prouver. Ayla est enterrée dans un coin tranquille de la plantation, sous un grand chêne. James insiste pour qu'elle ait une vraie tombe avec une pierre tombale, chose rare pour une esclave. Il passe des heures assis près de la tombe, silencieux, brisé. Les jours deviennent des semaines. James ne se remet pas. Comment le pourrait-il? Ayla était la seule personne qu'il avait vraiment vue, vraiment compris. Et maintenant, elle est partie, emportant avec elle l'enfant qui représentait son espoir d'un futur différent. L'automne 1843 voit le déclin rapide de James et de sa plantation. Le marquis néglige tout. Il ne supervise plus les champs. Il ne vérifie plus les récoltes. Il reste enfermé dans sa chambre ou assis près de la tombe d'Ayla, perdu dans son chagrin. Hopkins, le contremaître, essaie de maintenir l'ordre, mais sans directive claire du maître, tout commence à s'effondrer. Les esclaves travaillent moins dur sans supervision. Les récoltes sont médiocres. Les revenus chutent drastiquement. James s'enfonce dans une spirale d'alcool et de désespoir. Il ne mange presque plus. Il ne parle à personne. Les domestiques s'inquiètent, mais que peuvent-ils faire? Nia essaie de le raisonner, mais il ne l'entend pas. Les dettes s'accumulent. Les créanciers commencent à venir frapper à la porte. James ignore leurs lettres, leurs menaces. Rien n'a plus d'importance. La plantation qui était florissante il y a 1 an est maintenant au bord de la faillite. Les esclaves commencent à manquer de nourriture. Les rations sont réduites parce qu'il n'y a plus d'argent pour acheter des provisions. Certains tombent malades. Les conditions se détériorent rapidement. Des murmures de révolte commencent. Les esclaves en ont assez. Ils voient le maître s'autodétruire et avec lui, leurs propres conditions de vie empirent. Pourquoi devraient-ils continuer à travailler pour un homme qui ne se soucie plus de rien? Sékou, un esclave des champs qui a toujours été un leader naturel parmi les autres, commence à organiser des réunions secrètes. Il parle de liberté, de prendre ce qui leur revient. D'autres l'écoutent. La colère monte. Un soir de novembre, alors que le froid commence à s'installer, un groupe d'esclaves marche vers la grande maison. Ils ne sont pas armés, mais ils sont nombreux. Une trentaine d'hommes et de femmes qui en ont assez de souffrir. Sékou frappe à la porte. Tendaji, effrayé, leur ouvre. Le groupe entre, trouvant James dans son bureau, une bouteille de whisky à la main. Il lève les yeux vers eux sans vraiment les voir.
Nous voulons de la nourriture. Nous voulons que les choses changent. » La voix de Sekou est ferme, mais pas violente. James les regarde comme s'ils venaient d'un autre monde. « Prenez ce que vous voulez. Cela n'a plus d'importance. » Sa résignation totale les déstabilise. Ils s'attendaient à une confrontation, à devoir se battre, mais le maître leur abandonne tout sans résistance. C'est alors que tout dégénère. Un jeune esclave, Jabari, plus impulsif que les autres, se lance en avant. Il frappe James. D'autres suivent, la rage de toutes ces années d'oppression explosant soudainement. James ne se défend même pas. Il accueille presque les coups, comme s'il pensait les mériter. Sekou essaie de les arrêter, mais c'est trop tard. La violence a été déclenchée et elle ne peut plus être contrôlée. James s'effondre sous les coups, le sang coulant de multiples blessures. Quand c'est terminé, quand la fureur s'est épuisée, les esclaves regardent ce qu'ils ont fait. James gît immobile sur le sol de son bureau. Mort ou mourant, ils ne savent pas. La panique s'installe. Ils viennent de tuer un homme blanc, un marquis. Ils savent tous ce qui les attend. La corde, le lynchage, une mort terrible pour chacun d'entre eux. Certains fuient immédiatement, disparaissant dans la nuit. D'autres restent, paralysés par la peur. La plantation Glenwood, déjà mourante, vient de recevoir son coup fatal. L'histoire de James de Glenwood et d'Ayla illustre comment les conventions sociales rigides et les préjugés peuvent détruire des vies de façons inattendues. James était prisonnier des attentes de la société sur ce qu'un homme devait être. Son impuissance le rendait moins qu'humain aux yeux de son épouse et du monde. Cette honte l'a poussé vers une relation impossible avec Ayla, une esclave qui voyait en lui l'homme plutôt que le titre. Ayla, de son côté, a trouvé une forme d'humanité dans les circonstances les plus improbables. Dans un monde qui la considérait comme une propriété, elle a pu exercer un pouvoir paradoxal sur son maître en devenant sa confidente et sa guérisseuse. Mais cette position privilégiée est devenue sa perte quand elle a menacé l'ordre social établi. La tragédie réside dans le fait que deux personnes brisées ont trouvé du réconfort l'une dans l'autre, mais que le monde autour d'eux ne pouvait tolérer cette connexion. Les barrières de race, de classe et de convention étaient trop hautes pour être franchies sans conséquences dévastatrices. Victoria représente la cruauté que peut engendrer l'orgueil blessé. Plutôt que d'accepter sa défaite, elle a choisi la vengeance la plus noire. Son besoin de préserver son image sociale valait plus qu'une vie humaine. Elle a détruit ce que James chérissait le plus, mais cette victoire lui a coûté sa propre mort éventuelle dans des circonstances que l'histoire n'a pas retenues. La fin brutale lors de la révolte des esclaves montre comment l'oppression systémique crée des cycles de violence qui finissent par consumer tout le monde. Les esclaves affamés et désespérés ont attaqué un homme qui ne leur résistait même plus. Ils sont devenus ce que le système les avait forcés à devenir, et leur victoire était en réalité leur propre condamnation. Cette histoire nous rappelle que les structures sociales injustes ne détruisent pas seulement ceux qu'elles oppriment directement, mais aussi ceux qui tentent de les défier ou simplement de vivre en dehors de leurs règles. James et Ayla ont payé le prix ultime pour avoir osé trouver de l'humanité dans une relation que la société jugeait impossible et immorale. Leur histoire, bien que fictive, résonne avec les réalités de l'époque de l'esclavage en Caroline du Sud. Les relations entre maîtres et esclaves existaient dans un spectre complexe de pouvoir, de coercition, mais aussi parfois de connexions humaines inattendues qui défiaient la logique du système. Ces histoires se terminaient rarement bien, car le système lui-même était conçu pour empêcher toute véritable égalité ou respect mutuel. Ce qui rend cette tragédie particulièrement poignante est que personne n'y a vraiment gagné. Victoria a obtenu sa vengeance mais est morte seule et haïe. James a trouvé l'amour mais l'a perdu dans la violence. Ayla et son enfant à naître ont payé de leur vie. Les esclaves révoltés ont affronté une justice brutale. La plantation elle-même s'est effondrée. Tous ont été broyés par un système qui ne permettait aucune sortie, aucune rédemption. L'histoire de James et d'Ayla reste un témoignage de la complexité des relations humaines, même dans les contextes les plus déshumanisants, et un rappel des coûts terribles de l'intolérance et de l'injustice.